Je m'appelle Chloé. J'ai 22 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai fait croire à mes propres parents que j'avais disparu. Tout a commencé un mardi soir ordinaire. Le genre de soir où l'on se traîne à la maison après les cours, ne rêvant que de nouilles instantanées et de silence. J'ai passé ma carte magnétique, poussé la porte de mon minuscule appartement hors du campus, et je me suis figé. Les lumières étaient allumées. La télévision diffusait une chaîne d'information quelconque que je ne regardais jamais. Et là, assis confortablement sur mon canapé comme s'ils payaient le loyer, se trouvaient mes parents, chaussures enlevées, des encas sur ma table basse, mon double de clés brillant sur le comptoir. Surprise, a gazouillé ma mère comme si c'était une scène de sitcom mignonne. Mon père a juste levé la main dans un salut paresseux, comme si surprendre sa fille dans son propre appartement verrouillé était normal. Mon cœur martelait ma poitrine. « Comment diable êtes-vous entré ici ?» ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Ma mère a brandi la clé. « Tu nous l'as donnée quand tu as emménagé, tu te souviens ? Ce n'est pas une effraction. Nous sommes une famille. » Cette phrase m'a frappé plus durement que n'importe quelle porte claquée. Parce que ce n'était pas la première fois. La vaisselle propre que je n'avais jamais lavée. Le linge mystérieusement plié. Les courses qui apparaissaient dans mon réfrigérateur alors que je savais que je n'étais pas allé faire les magasins. Chaque fois que je pensais être seul, ils étaient déjà passés par là, arpentant mon espace, jugeant ma vie, réarrangeant mes affaires. Mais cette fois, quelque chose en moi a craqué. J'ai souri, je me suis assise en face d'eux. J'ai laissé ma mère divaguer sur le fait de m'aider et mon père plaisanter sur la chance que j'avais. Et pendant qu'ils parlaient, j'ai fixé cette clé sur le comptoir et j'ai senti un autre genre de plan se mettre en place. S'ils croyaient que la famille signifiait qu'ils pouvaient franchir n'importe quelle limite, que se passerait-il si leur petite fille disparaissait simplement de l'endroit qu'ils ne cessaient d'envahir ? Avez-vous déjà réalisé en un instant que les personnes qui vous aiment le plus pourraient aussi être celles qui vous étouffent ? Continuez à regarder, car à la fin de cette histoire, vous verrez exactement comment j'ai déménagé sans le leur dire, comment je leur ai fait croire que j'étais parti, et comment je les ai forcés à enfin comprendre ce que signifie perdre le contrôle. Le soir où ils ont détourné mon canapé, je n'ai pas crié. Je ne les ai pas mis dehors. J'ai joué le rôle qu'ils attendaient. Tu aurais pu envoyer un texto, ai-je dit, feignant d'être légèrement agacé au lieu d'être sur le point d'exploser. Ma mère, Hélène, a balayé ça d'un rire. Si j'avais envoyé un texto, ça n'aurait pas été une surprise. D'ailleurs, regarde cet endroit, Chloé. Tu avais besoin de moi. Elle a désigné mon linge à moitié plié, les gobelets de ramen vides, les manuels scolaires étalés sur la table. Mon père a gloussé comme si tout cela était une blague. Ta mère s'inquiète. Tu sais comment elle est. Je savais exactement comment elle était. Je le savais depuis mes 10 ans, quand elle avait installé une application de suivi sur mon premier téléphone, pour la sécurité. Depuis mes 13 ans, quand elle avait lu mon journal, par accident, et m'avait puni pour avoir écrit sur un garçon qu'elle n'aimait pas. Depuis mes 15 ans, quand elle s'était tenue devant la porte de la salle de bain parce que je l'avais verrouillée pendant plus de 5 minutes et qu'elle pensait que je m'étais évanoui. Et depuis mes 16 ans, quand mon père a eu sa crise cardiaque et n'est jamais rentré à la maison. Ce fut le jour où l'inquiétude d'Hélène a muté en autre chose. Une obsession du contrôle déguisée en sollicitude. Alors que je la regardais maintenant, réarrangeant mon étagère à épices comme si la cuisine lui appartenait, un souvenir m'a frappé. Debout dans notre ancienne maison, les chaussures de mon père encore près de la porte, pendant qu'elle m'attrapait les épaules si fort que ça faisait mal. Je l'ai déjà perdu, avait-elle chuchoté à l'époque, les yeux fous. Je ne te perdrai pas, toi aussi. À 16 ans, je l'ai cru. À 22 ans, j'ai réalisé ce que cette promesse m'avait coûté. Tu ne peux pas continuer à faire ça, ai-je dit doucement, me ramenant au présent. Faire quoi, s'est-elle retournée, un torchon à la main, sincèrement confuse. Aider ? Être ta mère ? Débarquer ? Entrer chez moi ? Fouiller dans mes affaires ? Ma voix tremblait, non pas de peur, mais d'une colère que j'avais ravalée pendant des années. C'est mon appartement, maman, pas ta résidence secondaire. Elle s'est raidie. Nous payons la moitié de ton loyer. Nous avons acheté tes meubles. Nous avons le droit de nous assurer que tu es en sécurité. Le voilà, le contrat que je n'avais jamais signé, mais que je devais en quelque sorte honorer. L'argent contre le contrôle, le soutien contre l'accès. Un droit, ai-je répété.
Tu penses avoir un droit sur ma porte d'entrée, mon lit, ma vie, juste parce que tu m'as aidé. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Calmons-nous tous. Ta mère est juste inquiète. Tu n'appelles pas. Tu ne réponds pas parfois. Comment sommes-nous censés savoir que tu vas bien? Vous demandez, ai-je rétorqué. Vous respectez ma réponse. Vous attendez que je vous invite. Les yeux de ma mère se sont embués et pendant une seconde, j'ai vu sa panique percer. Tu as arrêté d'appeler après avoir déménagé, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu me racontais tout avant. Maintenant, j'apprends que tu as abandonné un cours par ton conseiller pédagogique, pas par toi. Sais-tu ce que ça fait? C'est comme si tu m'échappais et que j'étais la seule à essayer de m'accrocher. Cela aurait dû me faire sentir coupable. Au lieu de ça, ça m'a rendue furieuse. Peut-être que je m'échappe parce que tu as les mains autour de ma gorge depuis des années, ai-je lâché. La pièce est devenue silencieuse. Mon père fixait le sol. Le visage de ma mère s'est décomposé. J'essaie juste de te protéger, a-t-elle murmuré. Après ton père. Après la mort de papa, tu ne t'es pas contenté de me protéger, ai-je coupé. Tu m'as transformé en ton animal de soutien émotionnel, ton projet, ta preuve que tu n'avais pas tout raté. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si je l'avais giflé. Je n'avais jamais dit ça à voix haute. Pas une seule fois. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit faiblement. Est-ce juste de suivre chacun de mes pas? De lire mes messages quand je laisse mon ordinateur portable ouvert? De débarquer dans ma chambre d'étudiante à minuit parce que je n'ai pas répondu pendant 2 heures, ai-je insisté. Est-ce juste que j'ai 22 ans et que je sursaute encore chaque fois que mon téléphone vibre parce que j'ai peur que ce soit toi qui exige une preuve que je suis en vie? Mon père a finalement parlé. Chloé, ça suffit. Non, ai-je dit, me surprenant moi-même. Ça ne suffit pas. C'est 6 ans trop tard. J'ai regardé ma mère s'enfoncer dans le canapé qu'elle s'était approprié. Ses yeux balayaient la pièce comme si elle cherchait quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Pour la première fois, je l'ai vue clairement. Elle n'était pas seulement surprotectrice. Elle était terrifiée. Terrifiée que les gens qu'elle aimait disparaissent sans prévenir, comme mon père l'avait fait. Et dans sa terreur, elle avait construit une prison. Une prison avec de jolis rideaux et des repas faits maison, mais une prison tout de même. Voici la question qui a commencé à me brûler dans le cerveau ce soir-là. Quand l'amour cesse-t-il d'être de l'amour pour devenir de la surveillance? Et plus brutalement, si la gardienne pleure en verrouillant la porte, est-ce que cela rend la cellule moins réelle? Je n'avais pas encore les réponses. Je savais juste une chose. Parler ne résoudrait pas le problème. Elle ne croyait pas mes mots, alors j'ai décidé de lui montrer ce que l'on ressentait vraiment quand j'étais parti. Je n'ai pas conçu le plan de vengeance en un moment dramatique. Il a grandi silencieusement, comme de la moisissure dans les coins de mon esprit. Une semaine après le jour de l'invasion du canapé, j'étais dans un café avec ma meilleure amie, Manon. Elle m'a écouté fulminer, les yeux écarquillés, remuant sa boisson si fort que les glaçons s'entrechoquaient. Elle a une clé, a sifflé Manon. De ton propre appartement? Ouais. Elle entre comme ça, nettoie, réarrange, laisse parfois des gratins dans le réfrigérateur comme une bombe de culpabilité. Ce n'est pas mignon. C'est flippant, a dit Manon sèchement. Tu ne vis pas dans une sitcom. Tu vis dans un film d'horreur avec un bon éclairage. J'ai ri, mais mon rire était forcé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Demander la clé en retour et déclencher la Troisième Guerre mondiale? Manon m'a regardé longuement. Tu ne demandes pas, a-t-elle dit lentement. Tu rends la clé inutile. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Elle s'est penchée plus près. Déménage dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, change tes serrures. Ne leur dis rien. Laisse-les se présenter à ton ancien appartement et réaliser qu'ils n'ont aucune idée de l'endroit où tu te trouves. L'image m'a frappé comme un coup de poing. Ma mère debout dans mon appartement vide, la clé à la main, fixant des murs nus et des étagères vides. Pas de lit, pas de vêtements, pas de fille. Pendant une seconde, je me suis vraiment senti mal pour elle. Puis je me suis souvenu de sa phrase, ce n'est pas une effraction. Nous sommes une famille, et la culpabilité s'est transformée en quelque chose de plus sombre. C'est trop, ai-je demandé, encore à moitié en riant, à moitié en testant l'idée à voix haute. Trop pour qui, a rétorqué Manon.
Pour la femme qui pensait avoir le droit d'entrer dans ta douche si tu ne répondais pas assez vite à la porte. Elle n'avait pas tort. Pourtant, ce n'était pas une farce. C'était une guerre psychologique. Elle va paniquer, ai-je murmuré. Elle va penser qu'il m'est arrivé quelque chose. Sais-tu ce qu'elle pense maintenant, a contré Manon. Qu'elle te possède. Qu'il n'y a aucune conséquence au fait qu'elle ignore tes limites. Peut-être qu'elle a besoin de ressentir pour une fois ce que c'est quand tu n'es pas là sur commande. La partie effrayante, c'est qu'une petite partie laide de moi aimait cette idée. Une petite fille en moi, celle dont le journal avait été lu, le téléphone fouillé et la vie sociale examinée comme une menace à la sécurité, voulait voir ma mère paniquer. Voulait la voir réaliser qu'elle n'était pas Dieu. Je ne veux pas seulement la blesser, ai-je dit, à moitié à Manon, à moitié à moi-même. Je veux juste qu'elle arrête. Parfois, les gens comme ça n'arrêtent que lorsque la chose dont ils ont peur se produit réellement, a dit Manon doucement. Elle est terrifiée à l'idée de te perdre. Mais en ce moment, elle est en train de te perdre de toute façon. Juste plus lentement. Et c'est toi qui saignes. La vérité de cette phrase s'est logée dans ma poitrine. Lentement, nous avons commencé à esquisser les détails, non pas sur papier, mais en chuchotant autour d'un café. Étape 1, trouver un nouvel endroit rapidement. Étape 2, déménager tout ce qui est important en un week-end pendant que mes parents sont occupés. L'église du dimanche, le déjeuner en famille, leur routine que je connaissais par cœur. Étape 3, laisser l'ancien appartement impeccable mais vide. Étape 4, ne plus donner de nouvelles juste assez longtemps, pas des jours, pas des semaines, juste assez d'heures pour leur faire ressentir la chute libre qu'ils m'imposaient depuis des années. En gros, tu organises ta propre petite disparition, a résumé Manon. Mais tu seras en sécurité, vivante, juste quelque part qu'ils ne contrôlent pas, la nuit, allongée dans mon lit, j'imaginais ma nouvelle vie comme un montage. Me réveiller dans une pièce ensoleillée sans que personne ne connaisse mon emploi du temps exact. Cuisiner ce que je voulais sans recevoir de texto me demandant si j'avais mangé, rentrer à n'importe quelle heure sans me demander si ma mère était assise sur mon canapé comme un fantôme domestique. Dans ces fantasmes, j'étais plus légère, plus bruyante, plus moi-même. Mais ensuite, le montage se brouillait et une autre image apparaissait. Ma mère debout dans mon appartement vide, appelant mon nom. Mon père composant mon numéro encore et encore. Des messages vocaux s'accumulant, leur voix devenant plus tendue, plus frénétique. Et s'ils appellent la police, ai-je demandé à Manon un soir. Et s'ils signalent ma disparition? Alors tu réponds quand tu es prête et tu dis à l'agent, je suis une adulte. J'ai déménagé. Je vais bien. Mes parents n'aiment juste pas ne pas savoir où je suis, a-t-elle dit. Ce n'est pas illégal de déménager, Chloé. Mais est-ce cruel, ai-je chuchoté. Manon n'a rien dit pendant un moment. Puis, était-ce cruel quand elle a lu tes messages et t'a puni pour avoir texté un camarade de classe? Quand elle s'est présentée chez ton amie pour te ramener à la maison parce qu'elle avait un mauvais pressentiment? Quand elle est entrée par effraction dans ta chambre d'étudiante parce que tu n'avais pas envoyé de texto de bonne nuit? Ma gorge s'est serrée. Je ne dis pas qu'un tort en justifie un autre, a ajouté Manon. Je dis que peut-être que ce n'est pas une vengeance pour le plaisir de la vengeance. Peut-être que c'est le seul langage qu'elle comprend. La peur. Cette phrase s'est accrochée à mes côtes. Étais-je vraiment sur le point d'utiliser ma propre absence comme une arme pour donner une leçon à ma mère? Ou étais-je enfin en train de sortir du rôle qu'elle avait écrit pour moi? Voici la question qui m'a empêché de dormir la nuit. Quand quelqu'un refuse d'entendre votre « non », jusqu'où avez-vous le droit d'aller pour le lui faire écouter? Le bail du nouvel appartement a été approuvé plus vite que prévu. Une signature, un virement, et soudain j'avais un petit 2 pièces de l'autre côté de la ville, à mon nom uniquement. Pas de garant, pas d'adresse parentale au dossier. Pour la première fois de ma vie, j'avais une adresse que ma mère ne connaissait pas. J'aurais dû être folle de joie. Au lieu de cela, alors que je commençais à faire mes cartons, mon estomac s'est noué si fort que je pouvais à peine manger. Je l'ai fait par étapes, comme une opération secrète. Les livres de cours d'abord. Facile à expliquer si elle passait. Oh, projet de groupe. J'avais besoin de réorganiser. Puis les vêtements hors saison, mis sous vide et cachés dans des valises sous mon lit. Les articles de toilette achetés en double, pour que ma salle de bain paraisse intacte, même si je déplaçais lentement mes vraies affaires. La nuit, j'écrivais dans mon application de notes comme un journal secret.
Jour 3 de l'opération disparition. J'ai pris la moitié de ma garde-robe. Maman a texté, envoie-moi un selfie. Ton visage me manque. Je n'ai pas répondu pendant 2 heures. Elle a envoyé 3 autres messages et un gif de visage triste. Je me suis senti comme un monstre. Puis je me suis souvenu qu'elle s'était une fois présentée à mon travail pour me surprendre et avait fait croire à mon manager que j'avais des problèmes. Plus je faisais mes cartons, plus les mensonges se multipliaient. Je ne peux pas parler, maman. J'étudie. J'étais chez IKEA à choisir de la vaisselle qu'elle ne toucherait jamais. Mon téléphone est mort. Désolé. Ce n'était pas le cas. Je l'avais éteint pour la première fois depuis des années juste pour voir ce que le silence faisait. Chaque appel ignoré ajoutait une brique au mur que je construisais entre nous. Et chaque brique avait 2 côtés. Ma liberté d'un côté, sa peur de l'autre. Un soir, elle a appelé 5 fois en 1 heure. J'ai regardé mon téléphone s'allumer de l'autre côté de la pièce, sentant mon pouce accélérer à chaque vibration. Manon, assise sur mon sol au milieu de cartons à moitié remplis, m'a attrapé le poignet. Ne le fais pas, a-t-elle dit quand j'ai bougé pour le prendre. Si tu réponds chaque fois qu'elle panique, tu l'entraînes à paniquer. C'est ma mère, ai-je murmuré. Elle pense que si je ne réponds pas, je suis morte. Tu n'es pas responsable de son traumatisme, a dit Manon fermement. Tu avais 16 ans quand ton père est mort. C'était elle l'adulte. Elle a choisi de faire face en s'agrippant à toi jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer. C'est de sa faute. Je me suis laissé tomber sur le matelas, enfouissant mon visage dans mes mains. J'ai l'impression de punir une personne effrayée, ai-je dit. Comme si je donnais un coup de pied à un chien qui a déjà été heurté par une voiture. La voix de Manon s'est adoucie. Ou peut-être que tu lui arraches la laisse des mains avant qu'elle ne t'entraîne avec elle dans la circulation. Je détestais à quel point cela avait du sens. Quelques jours avant le déménagement, le ton des messages de ma mère a changé. Moins de nouvelles décontractées, plus d'anxiété brute. Tu as été distante ces derniers temps. Es-tu en colère contre moi? S'il te plaît, réponds. J'ai fait un cauchemar à ton sujet. Je suis passé en voiture devant ton immeuble aujourd'hui. Tes stores étaient fermés. Est-ce que ça va? Elle était passée en voiture devant mon immeuble juste pour regarder mes fenêtres afin de s'assurer que la forme de ma vie correspondait toujours à celle qu'elle avait en tête. Quelque chose en moi a de nouveau craqué, non pas de colère cette fois, mais de froide détermination. Si je lui parlais du déménagement, elle transformerait ça en négociation. Elle pleurerait, promettrait de changer, supplierait pour la nouvelle adresse, exigerait un double de clés, juste au cas où. Et je me connaissais. Je céderais. Je lui donnerais la clé comme je l'avais toujours fait. D'abord celle de mon téléphone, puis de ma localisation, puis de mon avenir. Alors, j'ai fait la seule chose qui avait du sens pour la partie de moi qui était fatiguée d'être surveillée. J'ai établi une règle. Pendant 72 heures, ma vie n'appartiendrait qu'à moi. Pas de nouvelles, pas de partage de localisation, pas d'explication. 72 heures pour qu'elle ressente ce que j'avais ressenti pendant 6 ans. L'incertitude. Cette nuit-là, j'ai tapé et effacé une 12aine de messages. Salut maman. Je déménage, mais je suis en sécurité. Supprimer. Je t'aime, mais j'ai besoin d'espace, alors s'il te plaît, ne panique pas, supprimer. Si tu entres à nouveau par effraction chez moi après ça, je change de numéro. Supprimer. Finalement, je n'ai rien envoyé. J'ai branché mon téléphone, je l'ai retourné face contre la table et j'ai chuchoté dans le noir, juste 3 jours. Tu peux me détester pendant 3 jours si ça m'achète le reste de ma vie. Voici la question qui s'est nichée dans ma poitrine alors que je m'endormais. Est-ce toujours de la vengeance si la personne que vous blessez est celle qui vous a appris que la peur est le seul langage qui donne des résultats? La veille de mon déménagement, ma vie semblait normale de l'extérieur. Je suis allé en cours. J'ai ri aux blagues stupides de mes amis. J'ai rendu un devoir 5 minutes avant la date limite, comme toujours. Mais sous la routine, tout vibrait d'une étrange tension électrique. Mon téléphone était un champ de bataille de messages non lus. Maman, bonjour, ma chérie. As-tu bien dormi? Appelle-moi quand tu te réveilles. 2 heures plus tard. Maman, tu réponds habituellement avant. Est-ce que tout va bien? Puis. Maman, j'ai eu un mauvais pressentiment la nuit dernière.
S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. Je fixais l'écran dans la bibliothèque du campus, mon curseur clignotant sur un paragraphe à moitié terminé sur les contrats sociaux en théorie politique. L'ironie ne m'a pas échappé. Qu'est-ce qu'un contrat social, sinon un accord sur les limites? Que se passe-t-il quand une partie continue de réécrire les termes sans demander? J'ai verrouillé mon téléphone et j'ai essayé de me concentrer. Ma jambe rebondissait sous la table. En face de moi, Manon a glissé un post-it sur mon ordinateur portable. 24 heures avant la liberté. J'ai reniflé malgré moi. Ce soir-là, je ne suis pas rentré directement. J'ai retrouvé Manon dans un petit parc à quelques rues de mon futur ex-appartement. Nous nous sommes assises sur les balançoires comme des enfants, les chaînes métalliques grinçant doucement. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. Aussi prête qu'on peut l'être pour torturer mentalement sa propre mère, ai-je marmonné. « Tu ne fais pas ça pour toujours », m'a rappelé Manon. « Tu ne disparais pas dans un autre pays. Tu déménages de l'autre côté de la ville et tu coupes les ponts pendant une minuscule fenêtre de temps. C'est tout. Tu dis minuscule comme si ma mère ne mesurait pas le temps en unité de panique, ai-je dit. Pour elle, 3 heures, c'est Chloé est probablement morte dans un fossé. Ou, a dit Manon en se balançant doucement, 3 heures pourrait être la durée exacte dont elle a besoin pour réaliser qu'elle ne peut plus vivre comme ça. Les gens ne changent pas quand ils sont à l'aise. J'ai levé les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Et si elle ne change pas? Alors tu sauras, a dit Manon simplement. Et tu construiras une vie qui ne dépend pas de sa permission. En rentrant à mon appartement plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Maman. Je l'ai regardé vibrer dans ma main, puis j'ai appuyé sur refuser pour la première fois de ma vie, exprès. Immédiatement, un texto, pourquoi ne réponds-tu pas? Es-tu avec quelqu'un? Es-tu en sécurité? Le cocktail familier de culpabilité et de colère m'a envahi. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans le salon, agrippant son téléphone, rejouant tous les pires scénarios qu'elle avait jamais vus aux informations. Pendant des années, je m'étais précipité pour la calmer, pour prouver que je respirais encore. Ce soir, je ne l'ai pas fait. J'ai envoyé un message. Je vais bien. Occupé. On se parle plus tard. Ce n'était pas un mensonge, exactement, juste incomplet. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Occupé avec quoi? Est-ce que tu manges? Es-tu seul? Je peux t'apporter à dîner. Je n'ai pas répondu. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger et j'ai commencé à étiqueter mes cartons à la place. Cuisine. Livres. Choses qui sont vraiment à moi. Avec chaque morceau de ruban adhésif que je tirais sur le carton, je sentais quelque chose changer en moi. Je ne déménageais pas seulement d'appartement. Je déplaçais le centre de ma vie de leur monde au mien. Je me suis glissé dans mon lit, entouré de piles de cartons, ma chambre à moitié vide, et j'ai fixé le plafond. Mon esprit jouait 2 films à la fois. Dans l'un, ma mère faisait irruption dans mon appartement de main, le trouvait vide, et s'effondrait en sanglotant, son téléphone glissant de sa main. Dans l'autre, elle comprenait le message. Le comprenait vraiment. Elle réalisait que sa peur avait des conséquences, que sa fille n'était pas un animal de soutien émotionnel ou un appareil qu'elle pouvait rafraîchir. Et dans cette version, elle m'appelait, non pas pour exiger, non pas pour interroger, mais pour demander, comment puis-je t'aimer sans t'enfermer dans une cage? Lequel de ces films se déroulerait? Je ne le savais pas. Mais je savais ceci. Si je continuais à vivre comme je le faisais, il n'y aurait jamais qu'une seule histoire. La sienne. Alors, voici la question que je vous pose, la même que je me suis posée encore et encore cette nuit-là. Si votre liberté signifiait laisser votre mère ressentir pendant quelques heures la terreur qu'elle vous a infligée pendant des années, le feriez-vous? Ou continueriez-vous à vous sacrifier sur l'autel de son confort? Le jour du déménagement fut un tourbillon de sueur, d'adrénaline et de mensonges soigneusement chronométrés. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur battant, et j'ai envoyé à ma mère un message que j'avais rédigé la veille. Super occupé aujourd'hui. Gros projet de groupe. Je serai peut-être Emilia pendant un moment. Je t'aime. Emilia, portée disparue. L'ironie me serrait la poitrine. Manon est arrivée avec sa vieille voiture et un coffre rempli de couvertures de déménagement empruntées. Pas de retour en arrière possible, a-t-elle dit en me tendant un café. Tu es sûr pour les 72 heures? Je suis sûr pour les 12 premières,
ai-je dit. On verra pour le reste. Nous avons déménagé comme des criminels. Rapide, efficace, sans traîner. Les cartons descendus par les escaliers, dans la voiture, de l'autre côté de la ville, montés par un autre escalier, des allers-retours, comme si nous transportions des morceaux de mon ancienne vie sous protection des témoins. À midi, mon ancien appartement était presque vide. Juste un matelas, une chaise pliante, et quelques objets leur laissés derrière pour maintenir les apparences depuis le couloir. Une tasse égarée, un plaid, une vieille affiche encore au mur. Mon téléphone a vibré toute la matinée, vibrant sur le comptoir comme un insecte piégé. Maman, bonne chance pour ton projet. Envoie-moi une photo de ton groupe d'études. 1 heure plus tard. Maman, pas de nouvelles de toi. Ton téléphone est mort? Puis, maman, Chloé, s'il te plaît, réponds. Je ne l'ai pas fait. Chaque fois que j'y songeais, j'imaginais sa main sur la poignée de ma porte, tournant sans frapper. Sa voix flottant dans le couloir. C'est moi. Ouvre. Comme si cette phrase était un passe-partout qui ouvrait n'importe quelle serrure, n'importe quelle limite. En fin d'après-midi, tout ce qui comptait était dans le nouvel appartement. Ce n'était pas grand-chose. Quelques meubles, trop de livres, quelques boîtes de souvenirs que je n'avais pas eu le temps de trier, mais c'était à moi. Pas de double de clé dans le tiroir de mes parents. Pas d'adresse enregistrée dans leur GPS. Je me tenais au milieu de mon nouveau salon, en sueur et épuisé, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'absence d'un regard invisible. Qu'est-ce que ça fait? A demandé Manon en se laissant tomber sur le canapé. J'ai regardé autour de moi. C'est calme, ai-je dit. Dans le bon sens. Et aussi terrifiant. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas un texto. C'était un appel, mais pas de ma mère. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô? Est-ce bien Chloé Perrin? A demandé une voix d'homme. Oui. Ici l'agent du bois de la police de Lyon. Vos parents sont venus au poste. Ils sont très inquiets. Ils ont signalé votre disparition. Mon cerveau a court-circuité. Disparition, ai-je répété. Monsieur, je n'ai pas disparu. J'ai déménagé aujourd'hui. Je vais bien. Les yeux de Manon se sont écarquillés quand elle a vu mon visage se vider de son sang. Vos parents ont dit qu'ils sont allés à votre adresse, a poursuivi l'agent. Votre porte était déverrouillée. L'endroit semblait abandonné. Ils n'ont pas pu vous joindre pendant plusieurs heures. Compte tenu de votre âge, nous devons prendre leurs préoccupations au sérieux. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, ils y étaient allés. Bien sûr, ils avaient utilisé la clé une dernière fois. Je les ai imaginés ouvrant la porte pour ne rien trouver. Pas de lit, pas de vêtements, pas de fille, juste le fantôme de la vie qu'ils pensaient contrôler. Une partie de moi voulait se sentir triomphante. Au lieu de ça, je me sentais juste fatigué. Je vous remercie de vérifier, ai-je dit prudemment. Mais je suis une adulte. J'ai choisi de déménager et j'ai choisi de ne pas le leur dire parce que j'avais besoin d'espace. Je suis en sécurité. Je ne suis pas en danger. Je ne veux simplement plus qu'ils aient accès à ma maison. Il y a eu une pause au bout du fil. C'est votre droit, a finalement dit l'agent. Seriez-vous prête à les appeler? Ils sont assez secoués. J'ai fixé le plafond. C'était le moment. Le moment où ma vengeance cessait d'être hypothétique pour devenir une femme en larmes dans un poste de police, serrant une photo de moi du lycée. Je les appellerai, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis resté assise 1 minute, le téléphone lourd dans ma main. Alors, a demandé Manon. Ils ont appelé les flics, ai-je dit. Ils sont allés à l'ancien appartement, l'ont trouvé vide, ont signalé ma disparition. Donc, le plan a fonctionné, a dit Manon doucement. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Ouais, ça a fonctionné. Comment te sens-tu? Comme si j'avais poussé quelqu'un d'une falaise et que j'attendais de voir si cette personne savait nager. J'ai composé le numéro de ma mère avec des mains qui ne cessaient de trembler. Elle a décroché à la première sonnerie. Chloé. Sa voix était aiguë, rauque. Je pouvais entendre du bruit en arrière-plan. Des murmures, une voix d'homme. Peut-être les agents. Où es-tu? Est-ce que ça va? Oh mon Dieu. Pourquoi n'as-tu pas,
je vais bien, ai-je coupé. Je suis en sécurité. J'ai déménagé. Silence, puis un son étouffé. Tu as déménagé, a-t-elle répété comme si j'avais dit que j'avais déménagé sur une autre planète. Sans nous le dire? Nous pensions. Tu n'as aucune idée. Nous sommes allés chez toi et c'était vide. Et ton téléphone? Je t'ai dit que je serais occupé, ai-je dit, entendant le ton froid dans ma propre voix. J'ai activé le mode ne pas déranger parce que je ne voulais pas être interrompu. Nous pensions que tu avais été enlevé, a-t-elle sangloté. Ton père a failli avoir une autre crise cardiaque. Nous avons appelé les hôpitaux. Nous avons fait le tour du campus. Nous. Comment as-tu pu nous faire ça? La voilà. Pas de, je suis contente que tu sois en sécurité. Pas de, je suis désolé de t'avoir fait si peur que tu as senti le besoin de partir en secret. Juste, comment as-tu pu nous faire ça? Une partie de moi voulait s'excuser, la calmer, réparer la panique que j'avais causée. L'autre partie, celle qui avait été prisonnière de sa peur pendant 6 ans, a parlé la première. Ce sentiment que tu as eu aujourd'hui, ai-je dit doucement. Ce poids dans l'estomac quand tu as ouvert la porte et que j'étais parti. C'est ce que j'ai ressenti chaque fois que tu es apparu dans mon espace sans prévenir. Chaque fois que j'ai vu ton nom illuminer mon téléphone 10 fois de suite. Chaque fois que je suis rentré à la maison en me demandant si tu étais passé, si tu avais touché mes affaires, lu ma vie. Vous me faites ça depuis des années. Ce n'est pas la même chose. A-t-elle rétorqué, la voix acérée à travers ses larmes. Je te protégeais. Tu as disparu. J'ai déménagé, ai-je corrigé. Je n'ai pas disparu. Je ne suis pas morte. Je n'ai pas été kidnappée. J'ai fait quelque chose que tout adulte a le droit de faire. J'ai choisi où je vis et qui y a accès. Vous avez signalé ma disparition parce que pour une fois, vous n'étiez pas en contrôle. Il y a eu un son étranglé à l'autre bout. Puis la voix de mon père est intervenue, basse et tendue. Chloé, a-t-il dit, nous étions terrifiés. Tu dois le comprendre. Je le comprends, ai-je dit. Je le vois très clairement. Je vois aussi que votre terreur a été ma prison. Et aujourd'hui, pendant 12 heures, vous vous êtes assis dans cette même prison. Qu'est-ce que ça a fait? Il n'a pas répondu. En arrière-plan, ma mère pleurait, répétant mon nom comme une prière ou une malédiction. L'agent devait être là aussi, car je l'ai entendu dire doucement, Madame, elle est en sécurité. C'est une adulte. Vous ne pouvez pas la forcer à partager son adresse. Les mots ont frappé ma mère comme un coup physique. Tu ne nous diras même pas où tu es? A-t-elle haleté. Tu es notre fille. Je suis votre fille, ai-je dit. Mais je ne suis pas votre propriété. Je vous dirai où je suis quand je croirai que vous pouvez le savoir sans en abuser. Pour l'instant, vous avez prouvé que vous ne le pouvez pas, ce fut le moment où l'équilibre a basculé. Je pouvais l'entendre dans sa respiration, dans la façon dont la pièce autour d'elle semblait devenir silencieuse. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un d'autorité lui avait dit non et m'avait soutenu. Et maintenant, a-t-elle chuchoté. Tu disparais juste de nos vies. Non, ai-je dit doucement. Je vous demande de me rencontrer ailleurs. Sur un terrain neutre. Demain, nous parlerons. Nous établirons de nouvelles règles. Si vous ne pouvez pas les accepter, alors oui, je disparaîtrai de votre maison, de votre seuil, de votre paillasson, mais pas du monde. Je ne laisserai pas votre peur dévorer ma vie juste parce qu'elle a déjà dévoré la vôtre. Tu as l'air si froide, a-t-elle dit. Quand es-tu devenue si dure? Le jour où j'ai réalisé que tu préférais savoir ce que je faisais à chaque seconde plutôt que de savoir qui j'étais vraiment, ai-je répondu. Demain, 15 heures. Le café près de la gare. Si vous voulez me voir, soyez là. Sinon, alors je suppose qu'aujourd'hui était un avant-goût. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait, mais ma voix non. Cela m'a presque plus effrayé que sa panique. Voici la question qui résonnait dans ma tête alors que je regardais la vue inconnue depuis ma nouvelle fenêtre. Quand vous inversez enfin le rapport de force avec quelqu'un qui vous a contrôlé pendant des années, l'élan de satisfaction que vous ressentez est-il la preuve que vous êtes devenu cruel, ou la preuve que vous n'aviez jamais été autorisé à vous sentir en sécurité auparavant? Le lendemain, je suis entré dans le café près de la gare, m'attendant à moitié à ce qu'ils ne viennent pas. L'espérant même à moitié.
S'il n'était pas venu, ça aurait fait mal. Mais ça aurait aussi été simple. J'aurais pu construire ma vie sans avoir à renégocier les termes de notre relation. Pas de drame, juste de la distance. Mais ils étaient là. Mon père était assis, raide, à une table dans un coin, les mains enroulées autour d'un café qu'il ne buvait pas. Ma mère était assise à côté de lui, les yeux rougis, les doigts tordant une serviette en papier en lambeaux. Pendant une seconde, en la voyant comme ça, j'ai failli faire demi-tour. Puis elle a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Quelque chose est passé entre nous. Pas l'éclair habituel de culpabilité et de soumission, mais quelque chose de plus calme. De la reconnaissance peut-être, que nous étions tous les deux sur le point d'entrer dans une version de nous-mêmes que nous n'avions pas encore rencontrée. Je me suis assise en face d'eux. Pas de câlin, pas de bavardage, juste 3 personnes et une table entre nous qui ressemblait beaucoup à une frontière. « Tu as l'air fatigué », a finalement dit mon père. « Vous aussi », ai-je répondu. Ma mère a laissé échapper un rire tremblant qui n'était pas vraiment un rire. « Nous n'avons pas dormi », a-t-elle admis. Je n'arrêtais pas de voir ta chambre vide. Je n'arrêtais pas de penser, ça y est. C'est ma punition pour toutes les fois où je t'ai trop appelé. Pour toutes les fois où j'ai débarqué sans demander. Ce n'est pas une punition, ai-je dit. C'est une conséquence. Elle a tressailli au mot. Tu me détestes à ce point. Si je te détestais, j'aurais changé de numéro et je n'aurais jamais rappelé, ai-je dit. Je ne te déteste pas. Je t'aime. C'est ça le problème. Elle m'a fixé, les yeux se remplissant à nouveau. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de fixer une limite, tu l'as transformée en crise, ai-je dit. Si je disais, s'il te plaît, n'appelle pas après minuit, tu restais éveillé à paniquer jusqu'à 23h59, puis tu faisais exploser mon téléphone à 00h01. Si je disais, s'il te plaît, ne passe pas à l'improviste, tu te présentais avec des courses en pleurant sur le fait que tu ne pouvais pas t'en empêcher. Tu m'as appris à croire que tes sentiments comptaient plus que mes limites. Hier, c'était la première fois que je choisissais mes limites plutôt que ta peur. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père s'est raclé la gorge. Qu'est-ce que tu attends de nous, a-t-il demandé. Exactement. Pas de devinette, pas de test. J'ai pris une profonde inspiration. C'était la partie qui comptait. Premièrement, ai-je dit, vous n'aurez pas ma nouvelle adresse. Pas encore. Vous savez que je suis en sécurité. Vous savez que je suis dans la même ville. C'est suffisant pour l'instant. Ma mère a reculé comme si je l'avais giflé. Tu ne nous laisseras même pas savoir où tu habites? Vous m'avez déjà montré ce que vous faites avec cette information, ai-je dit calmement. Tant que vous ne pourrez pas prouver que vous ne l'utiliserez pas comme un laissez-passer pour envahir mon espace, vous ne l'aurez pas, comment sommes-nous censés te rendre visite, a-t-elle demandé. Vous ne le ferez pas, ai-je dit. Pas sans y être invité. Si je veux vous voir, je viendrai à vous. Ou nous nous retrouverons dans un lieu public comme celui-ci. Si un jour je décide que vous êtes prêt à entrer dans ma maison sans la traiter comme la vôtre, je vous donnerai l'adresse à ce moment-là. Et même alors, il y aura des règles. Elle me fixait comme si elle ne reconnaissait pas sa propre fille. Peut-être qu'elle ne la reconnaissait pas. Peut-être n'avait-elle connu que la version de moi qui pliait sous ses larmes. Deuxièmement, ai-je poursuivi avant de perdre mon courage. Fini les vérifications constantes. Vous pouvez m'envoyer un texto 1 fois par jour. Je répondrai quand je le pourrai. Si je ne réponds pas pendant quelques heures, cela ne signifie pas que je suis morte. Cela signifie que je vis ma vie. Si vous ne pouvez pas gérer ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Avec un thérapeute, pas avec mon journal d'appel. Le visage de ma mère s'est décomposé, mais my dad nodded slowly. Ça semble raisonnable, a-t-il dit. Hélène. Elle s'est tournée vers lui. Raisonnable? Elle a disparu. Elle a déménagé, a-t-il corrigé doucement. Et l'agent avait raison. Elle en avait tout à fait le droit. Il m'a regardé. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu grave. J'ai laissé faire. C'est de ma faute. Cet aveu m'a plus surprise que toute autre chose. Pendant des années, il avait été le tampon, le bon flic, celui qui me disait, c'est juste comme ça que ta mère est. L'entendre dire qu'il m'avait laissé tomber, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu.
Troisièmement, ai-je dit, plus doucement maintenant. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, maman. Ta peur est la tienne. Elle est née le jour où papa est mort. Et je suis désolé que tu aies eu à porter ça seule, mais tu n'as pas le droit de me la faire porter chaque fois que ton cerveau imagine le pire scénario. Je ne serai plus ton système d'alarme vivant. Si tu te réveilles avec un mauvais pressentiment, tu peux écrire dans un journal. Tu peux appeler une ligne d'écoute. Tu peux crier dans un oreiller. Mais tu ne peux pas exiger que je te calme sur commande. Elle me fixait, les larmes coulant enfin. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de tenir la main de son mari une minute et de planifier ses funérailles la suivante? A-t-elle murmuré. De répondre à un appel téléphonique et de voir toute sa vie se diviser en avant et après? Ma gorge me brûlait. Oui, ai-je dit. J'étais là aussi. Je l'ai perdu aussi. Mais d'une manière ou d'une autre, seule l'une de nous a eu la permission de s'effondrer. Tu as fait de moi ta raison de continuer à respirer. Et ensuite, tu as décidé que la seule façon de me garder était de ne jamais me perdre de vue. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la peur. Déguisée en amour. Pour la première fois, elle n'a pas argumenté. Elle a juste pleuré. Pas des sanglots bruyants et manipulateurs, le genre que j'avais vu quand elle voulait quelque chose, mais des petits sons brisés qui me piquaient les yeux. Alors, que dois-je faire, a-t-elle finalement réussi à articuler. Simplement arrêter de m'en soucier. Non, ai-je dit. T'en soucier différemment. T'en soucier assez pour me laisser rentrer à pied sans suivre mon itinéraire. T'en soucier assez pour me croire quand je dis que je vais bien. T'en soucier assez pour risquer ta propre anxiété pour que je n'ai pas à vivre à l'intérieur de la tienne. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Les gens allaient et venaient autour de nous. Les tasses cliquetaient, le lait moussait. La vie continuait. Finalement, mon père a parlé. Nous allons essayer, a-t-il dit. Je ne peux pas promettre que ce sera parfait. Je sais que ta mère dérapera. Je le ferai probablement aussi. Mais je t'entends. Et si nous nous trompons, tu as ma permission de raccrocher le téléphone, de franchir la porte, de te protéger. Je n'appellerai plus jamais ça un manque de respect. Ma mère s'est essuyé le visage avec la serviette en lambeaux. Je ne sais pas comment être le genre de mère que tu demandes, a-t-elle admis. Tout ce que je sais, c'est comment m'accrocher. Je n'ai jamais appris à lâcher prise sans avoir l'impression de te jeter. Alors peut-être que nous avons tous les deux des choses à apprendre, ai-je dit doucement. Tu dois apprendre à desserrer ton emprise. Je dois apprendre à cesser de confondre ta peur avec ma responsabilité. Nous pouvons essayer, ou nous pouvons continuer à faire ce que nous avons fait et nous regarder pourrir mutuellement. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle murmuré. Tu l'as déjà presque fait, ai-je dit. Hier, dans cet appartement vide, c'était le plus près que je n'ai jamais été de couper les ponts avec vous pour de bon. Je ne veux pas ça non plus. C'est pourquoi je suis ici. Elle m'a regardé pendant un long moment, quelque chose de nouveau brillant dans ses yeux. Pas de la soumission, pas de la victoire, quelque chose comme de l'acceptation. Ou du moins le premier pas chancelant vers elle. D'accord, a-t-elle finalement dit. Je chercherai un thérapeute. J'essaierai de ne plus faire irruption dans ta vie. Un faible sourire s'est dessiné sur ma bouche. Et j'essaierai de ne plus organiser de fausses disparitions, ai-je dit. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. C'était gênant et un peu absurde, mais c'était aussi réel. Un contrat. Cette fois, réellement prononcé à voix haute. Des mois ont passé depuis ce jour. Mes parents n'ont toujours pas mon adresse. Parfois, ma mère dérape, envoie 3 textos d'affilée, appelle 2 fois en 1 heure. Quand elle le fait, je ne me précipite pas pour la réconforter. J'attends. Je réponds quand je suis prête. Une fois, elle s'est excusée d'elle-même. Désolé, je me suis emporté. Vieilles habitudes. J'y travaille. Ce message a signifié plus pour moi que n'importe quel gratin. Est-ce que je regrette ce que j'ai fait? Parfois, quand je me souviens du son de sa voix au poste de police brisé et sauvage, une partie de moi tressaute. Je n'ai pas seulement tracé une limite. J'ai fait exploser un électrochoc qui a laissé des dégâts collatéraux. Mais ensuite, je regarde autour de moi dans mon appartement. Mes clés sur ma table. Mon désordre exactement là où je l'ai laissé. Mon téléphone, heureusement silencieux quand je le choisis.
Et je sais ceci, sans cette explosion, rien n'aurait changé. Ma mère devait ressentir ce que c'était que de ne pas savoir où j'étais. Pour comprendre que son pire cauchemar n'était pas que je sois parti. C'était que je sois parti selon mes propres termes. Alors, voici ma dernière question pour vous, celle que je me pose encore les nuits calmes. Avez-vous trouvé un équilibre entre la liberté et l'amour? Ou laissez-vous encore les peurs de quelqu'un d'autre dicter votre vie? Et si ce n'est pas le cas, jusqu'où iriez-vous pour qu'il vous laisse enfin, vraiment partir?